Saviez-vous que chaque minute, l'équivalent d'un camion poubelle rempli de plastique est déversé dans nos océans, contaminant des écosystèmes entiers et menaçant la vie marine de façon que nous commençons à peine à comprendre? Cette réalité choquante, qui se traduit par plus de 8 millions de tonnes métriques de plastique par an, nous oblige à faire face au défi de la gestion de ce matériau omniprésent dans notre vie quotidienne. Le plastique, une invention qui a révolutionné l'industrie et notre confort, est également devenu l'un des problèmes environnementaux les plus urgents de notre époque. Mais existe-t-il une véritable transformation pour tout ce plastique? Le recyclage est-il une solution réelle ou simplement une promesse vide? La science nous offre des réponses et une voie vers un avenir où le plastique, au lieu d'être un déchet perpétuel, peut avoir de multiples vies. Pour comprendre la science profonde derrière la transformation du plastique, nous devons d'abord reconnaître ce qu'est exactement le plastique. Il s'agit de polymères synthétiques de longues chaînes moléculaires formées d'unités répétitives appelées monomères. Il existe de très nombreux types de plastique, chacun avec des propriétés uniques qui les rend idéaux pour des usages spécifiques. Par exemple, le polyéthylène terephthalate, communément appelé PET, est transparent, léger et résistant, ce qui le rend parfait pour les bouteilles de boissons, comme celles d'eau minérale ou de soda. Le polyéthylène haute densité, ou HDPE, est plus opaque et rigide, idéal pour les emballages de lait, les détergents et les produits de nettoyage. Le polychlorure de vinyle, le PVC, est durable et polyvalent, utilisé dans les tuyaux d'eau, les cadres de fenêtres et les jouets. Le polyéthylène basse densité, le LDPE, est flexible et se trouve dans les sacs de supermarché et les emballages. Le polypropylène, le PP, est résistant à la chaleur et est utilisé dans les pots de yaourt, les bouchons de bouteilles et les composants automobiles. Enfin, le polystyrène, le PS, est léger et expansé, idéal pour les gobelets jetables ou les emballages alimentaires. Cette diversité est l'un des grands avantages du plastique, mais aussi l'origine de l'un des plus grands défis pour son recyclage. La raison pour laquelle nous devons recycler est aussi fondamentale qu'urgente. En récupérant ces matériaux, nous réduisons significativement le besoin d'extraire et de traiter de nouvelles matières premières, la plupart dérivées du pétrole et du gaz naturel. Cela ne conserve pas seulement nos ressources naturelles finies, mais diminue également l'énergie requise pour produire de nouveaux produits. Fabriquer du plastique à partir de matières recyclées peut économiser entre 50 et 80% de l'énergie nécessaire par rapport à la production à partir de matières premières vierges. Pensons par exemple à l'énergie dépensée pour le forage de puits pétroliers, le transport du brut et son raffinage dans des usines pétrochimiques complexes. Chaque tonne métrique de plastique recyclé évite l'émission d'environ 1500 kg de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, une contribution directe à la lutte contre le changement climatique. De plus, la quantité de déchets qui finissent dans les décharges, qui mettent des centaines d'années à se dégrader, est réduite et leur fuite vers les écosystèmes naturels, comme les rivières et les océans, où ils causent des ravages sur la faune, est évitée. Le parcours d'une bouteille en plastique recyclable, de votre foyer, à sa transformation en un nouveau produit, est un processus fascinant qui allie la participation citoyenne à la haute technologie industrielle. Tout commence par la collecte. Dans de nombreux pays, les systèmes de collecte sélective sont la première ligne d'action. Dans des pays comme le Japon ou l'Allemagne, la ségrégation est minutieuse, avec des conteneurs spécifiques pour chaque type de plastique, ce qui facilite énormément les étapes ultérieures. En Amérique latine, la collecte peut être plus diverse, allant des camions municipaux qui ramassent les matériaux séparés à la source, jusqu'au travail inestimable des récupérateurs de base, qui trient les matériaux directement des déchets mélangés dans les rues ou les décharges. Un exemple clair de cette dernière est le travail de milliers de récupérateurs à Bogota, en Colombie, qui, avec leurs tricycles, collectent quotidiennement des tonnes métriques de matériaux recyclables, y compris des plastiques, qu'ils vendent ensuite à des centres de collecte. Leur travail ne fournit pas seulement un moyen de subsistance, mais constitue également une pièce fondamentale de la chaîne de recyclage. Une fois collecté, le plastique arrive à une usine de tri. C'est ici que la science et la technologie entrent véritablement en jeu pour démêler la complexité de la diversité plastique. Le tri est l'étape la plus critique, car la pureté du matériau est essentielle pour obtenir des produits recyclés de haute qualité. Tout d'abord, un tapis roulant transporte les plastiques à travers une présélection manuelle, où des opérateurs humains retirent les gros contaminants ou les matériaux non plastiques, tels que le papier, le carton ou les métaux. Ensuite, le matériau progresse vers des systèmes automatisés. L'un des plus impressionnants est le séparateur optique, qui utilise la technologie de spectroscopie dans le proche infrarouge ou NIR selon son acronyme anglais.
Un scanner NIR émet de la lumière sur les plastiques. Chaque type de polymère absorbe et réfléchit la lumière de manière unique, créant une empreinte digitale spectrale. Des capteurs à haute vitesse lisent ces empreintes et dirigent des jets d'air comprimés pour expulser les plastiques identifiés vers leurs conteneurs respectifs. Par exemple, une machine peut identifier une bouteille en PET et un contenant en PHD sur la même ligne et les séparer avec une précision étonnante en fractions de secondes. Outre la technologie NIR, d'autres techniques de séparation sont utilisées. Les séparateurs à courant de Foucault sont efficaces pour éliminer les métaux non ferreux, comme l'aluminium des canettes, qui sont souvent mélangés au plastique. Les séparateurs balistiques différencient les objets par leur forme et leur densité, poussant les objets plats dans une direction et les volumineux ou tridimensionnels dans une autre. Il existe également des bassins de flottaison densimétrie, où les plastiques sont immergés dans l'eau. Ceux dont la densité est inférieure à celle de l'eau, comme le PP et le PE, flottent, tandis que les plus denses, comme le PET et le PVC, coulent. Cette méthode est particulièrement utile pour séparer le PT des bouchons en PP ou des étiquettes en PE, qui restent souvent attachés aux bouteilles. Imaginez une piscine géante où des millions de petits fragments de plastique denses et où seuls ceux d'une certaine nature montent à la surface, tandis que d'autres descendent. La combinaison de toutes ces technologies permet d'obtenir des flux de plastique presque purs, prêts pour leur prochaine vie. Le principal processus de transformation pour la majorité des plastiques recyclés est le recyclage mécanique. Une fois triés et séparés par type, les plastiques subissent un processus de nettoyage rigoureux. Les matériaux sont lavés dans de grands réservoirs avec de l'eau chaude et des détergents pour éliminer tout résidu alimentaire, étiquettes, adhésifs ou saletés. Cette étape est vitale car les contaminants peuvent dégrader la qualité du produit final. Après le lavage, les plastiques sont séchés minutieusement pour éviter les problèmes lors des étapes ultérieures. Une teneur élevée en humidité peut causer des défauts dans le matériau pendant le processus de fusion. L'étape suivante est le broyage. De grandes machines équipées de lames puissantes, similaires à celles d'un broyeur industriel, réduisent les objets en plastique en petits morceaux, ou paillettes, de la taille d'un flocon de maïs ou de riz, facilitant leur manipulation et leur traitement uniforme. Par exemple, les bouteilles en PET sont transformées en petites paillettes transparentes, prêtes pour leur phase suivante. Une fois les paillettes propres et sèches obtenues, la phase d'extrusion commence. Les paillettes de plastique sont introduites dans une extrudeuse, une machine qui ressemble à un gigantesque hachoir à viande. À l'intérieur de l'extrudeuse, une vis rotative les pousse à travers un canon chauffé à des températures spécifiques pour chaque type de polymère. Par exemple, le PET fond à des températures avoisinant les 250 degrés Celsius, tandis que le HDPE le fait à environ 180 degrés Celsius. La chaleur et la pression font fondre le plastique et le transforment en un matériau visqueux et homogène, semblable à une pâte épaisse. Cette pâte fondue est ensuite forcée à travers une filière dotée de petits orifices formant des brins continus qui ressemblent à des spaghettis de plastique. Ces brins sont rapidement refroidis, souvent en les faisant passer dans un bain d'eau, puis sont coupés en petits granulés ou pellets uniformes. Ces pellets, qui mesurent à peine quelques millimètres, constituent la matière première recyclée que les usines du monde entier utiliseront pour fabriquer de nouveaux produits. Les pellets recyclés sont incroyablement polyvalents et sont utilisés dans une variété étonnante de produits que nous voyons quotidiennement. Les pellets de PET recyclés, par exemple, peuvent être transformés à nouveau en bouteilles pour boissons, un processus connu sous le nom de bouteille à bouteille. Des entreprises comme Coca-Cola et PepsiCo ont fortement investi dans cette technologie, incorporant jusqu'à 50% ou plus de PET recyclés dans leurs nouvelles bouteilles, ce qui réduit considérablement leur empreinte carbone. Une autre utilisation importante du PET recyclé est la production de fibres textiles. Ces fibres sont utilisées pour fabriquer des vêtements, des tapis et même le rembourrage d'oreillers et de couettes. Pensez à cette veste polaire que vous portez en hiver. Il est très probable qu'elle soit fabriquée à partir de bouteilles en PET recyclées. Des marques comme Patagonia ont été des pionnières dans l'utilisation de fibres de PET recyclées dans leurs produits pendant des années, démontrant la durabilité et la qualité de ces matériaux. D'autre part, les granulés de PEHD recyclés sont transformés en bouteilles de détergent, récipients d'huile moteur et même des tuyaux pour les systèmes d'irrigation ou de drainage. Le PEBD recyclé est transformé en sacs poubelles, films agricoles et matériaux d'emballage. Le PP recyclé est utilisé dans la fabrication de seaux, pots de jardin, mobilier extérieur et de composants automobiles, tels que les pare-chocs ou les tapis de coffre. Le PS recyclé, bien que moins courant, peut trouver une seconde vie dans des cintres ou l'isolation.
La liste des applications est vaste et continue de croître à mesure que la technologie de recyclage progresse. La beauté de cela réside dans le fait de voir comment un objet que nous considérions autrefois comme un déchet peut renaître avec un but entièrement nouveau et utile, fermant ainsi le cycle de vie du matériau et réduisant l'impact environnemental. Cependant, le recyclage mécanique a ses limites. Chaque fois que le plastique est fondu et traité, les chaînes de polymères peuvent se raccourcir ou se dégrader légèrement. Cela signifie que les propriétés mécaniques du plastique, telles que sa résistance ou son élasticité, peuvent diminuer à chaque cycle. Souvent, le matériau recyclé mécaniquement ne peut pas être utilisé pour des applications nécessitant des propriétés vierges exactes, ce qui est connu sous le nom de downcycling ou de sous-recyclage. Par exemple, une bouteille en PET ne peut être recyclée indéfiniment en une bouteille de même qualité. Finalement, son matériau pourrait être utilisé pour une fibre textile ou un objet de moindre valeur et avec moins d'exigences de pureté. De plus, le recyclage mécanique est très sensible à la contamination. De petites quantités d'autres types de plastique ou de déchets organiques peuvent compromettre la qualité de l'ensemble du lot, rendant son traitement irréalisable. Cela souligne l'importance d'un tri et d'un nettoyage rigoureux. Pour surmonter ces limitations et libérer le plein potentiel du recyclage des plastiques, la science a développé le recyclage chimique. Contrairement au recyclage mécanique qui se concentre sur la refusion des polymères, le recyclage chimique décompose les plastiques au niveau moléculaire, les ramenant à leur monomère d'origine ou à d'autres composés chimiques de base. Cela permet de créer de nouveaux plastiques qui sont indiscernables de ceux produits à partir de matières premières vierges, ce que l'on appelle le surcyclage ou upcycling. L'une des techniques les plus prometteuses est la pyrolyse. Dans ce processus, les plastiques sont chauffés en l'absence d'oxygène à des températures élevées, entre 300 et 700 degrés Celsius. La chaleur rompt les longues chaînes de polymères, produisant un mélange de gaz, d'huile liquide et un résidu solide de carbone. Les huiles liquides, connues sous le nom d'huile de pyrolyse, peuvent être raffinées et utilisées comme matière première pour produire de nouveaux plastiques, des carburants ou des produits chimiques. Une autre forme de recyclage chimique est la gazéification. Ici, les plastiques sont exposés à des températures extrêmement élevées, souvent supérieures à 1000 degrés Celsius, et à une quantité contrôlée d'oxygène ou de vapeur. Ce processus produit un gaz de synthèse, ou syngas, composé principalement de monoxyde de carbone et d'hydrogène. Le syngas est une matière première polyvalente qui peut être utilisée pour générer de l'électricité, produire des carburants liquides ou, ce qui est plus excitant, synthétiser de nouveaux produits chimiques et plastiques, fermant ainsi véritablement la boucle du matériau. La chimiolyse ou dépolymérisation est une technique plus spécifique, particulièrement efficace pour des plastiques comme le PET ou le polystyrène. Ce processus utilise des réactifs chimiques, tels que le méthanol ou l'éthylène glycol dans le cas du PET, pour rompre sélectivement les liaisons des polymères et régénérer les monomères purs. Par exemple, dans le cas du PET, on obtient à nouveau l'acide téréphthalique et l'éthylène glycol, qui sont les blocs de construction originaux du plastique. Un cas de succès remarquable en dépolymérisation est celui de l'entreprise française Carbios, qui a développé une technologie révolutionnaire utilisant des enzymes. Ils ont découvert et optimisé une enzyme, la pétase, capable de décomposer le PET en ses monomères constitutifs de manière très efficace à des températures modérées. Cette biotechnologie est capable de traiter des plastiques complexes, même ceux avec des mélanges de couleurs ou de multiples couches, et de produire des monomères d'une pureté vierge. Cela signifie qu'une bouteille en PET peut être recyclée un nombre infini de fois sans perte de qualité, une avancée qui pourrait fondamentalement changer l'économie du recyclage de ce matériau. Imaginez une usine où des micro-organismes spécialisés dévorent de vieux plastiques et les transforment en briques moléculaires avec lesquelles de nouveaux produits. Ils sont construits un cycle véritablement circulaire. Les avantages du recyclage chimique sont immenses. Il permet de recycler des plastiques contaminés ou mélangés qui ne peuvent pas être traités mécaniquement, augmentant considérablement la quantité de déchets plastiques pouvant être valorisés. De plus, il produit des matériaux d'une qualité vierge, ce qui élimine la préoccupation de la dégradation du matériau à chaque cycle. Ceci est crucial pour les industries qui exigent une grande pureté et performance, comme l'agroalimentaire ou l'automobile. Cependant, le recyclage chimique fait également face à d'importants défis. Il nécessite de lourds investissements en infrastructures et en technologie, ce qui le rend actuellement plus coûteux que le recyclage mécanique. Les processus sont souvent énergivores, bien que la recherche explore des solutions plus efficaces.
L'évolutivité est un autre facteur clé. Des usines à grande échelle sont nécessaires pour traiter les énormes quantités de déchets plastiques que nous générons. Malgré ces obstacles, le recyclage chimique représente une frontière prometteuse dans la bataille contre la pollution plastique. L'avenir du recyclage des plastiques s'annonce avec plus d'innovation et une plus grande intégration des technologies. L'intelligence artificielle et la robotique améliorent l'efficacité et la précision du tri. Des robots équipés de vision artificielle peuvent identifier et séparer les plastiques avec une vitesse et une exactitude qui dépassent la capacité humaine. De plus, la science des matériaux explore la conception de plastiques intrinsèquement plus faciles à recycler. Cela inclut le développement de monomatériaux, c'est-à-dire des emballages faits d'un seul type de plastique, ce qui simplifie énormément le processus de tri. La recherche porte également sur de nouveaux polymères qui peuvent être dépolymérisés avec moins d'énergie ou qui sont même biodégradables dans des conditions spécifiques. L'objectif final est une véritable économie circulaire pour les plastiques, où le matériau ne devient jamais un déchet, mais est réutilisé, recyclé et valorisé indéfiniment. Nous ne pouvons pas parler de recyclage sans mentionner le rôle fondamental du consommateur. Chacun de nous a le pouvoir d'influencer l'efficacité du système. Le tri correct des déchets dans nos foyers est la première étape et la plus critique. Savoir ce qui va dans chaque conteneur, si l'emballage doit être lavé ou non, ou si les bouchons doivent être séparés des bouteilles, peut faire une énorme différence. Un simple rinçage d'une bouteille de lait ou d'un pot de yaourt avant de le jeter peut éviter la contamination du matériau et assurer qu'il est recyclable. Pensons à la façon dont un petit geste quotidien se transforme en un impact massif lorsque des millions de personnes le reproduisent. Comprendre les symboles de recyclage, comme le triangle avec un chiffre à l'intérieur, est également crucial. Le numéro 1 représente le PET, le 2 le HDPE, le 3 le PVC, le 4 le LDPE, le 5 le PP, le 6 le PS et le 7 d'autres plastiques, souvent des mélanges ou des plastiques moins courants. Ces chiffres nous guident sur le type de plastique que nous avons entre les mains. Au-delà du recyclage, la stratégie la plus efficace pour aborder la crise du plastique est la réduction de notre consommation. Choisir des produits avec moins d'emballage plastique, utiliser des sacs réutilisables, préférer des bouteilles d'eau rechargeables et opter pour des produits durables au lieu de jetables sont des actions puissantes. La réutilisation est le deuxième R de l'économie circulaire et elle est souvent encore plus bénéfique que le recyclage car elle évite le besoin de traiter le matériau. Un exemple pratique est la popularité croissante des systèmes de recharge pour les produits de nettoyage ou de soins personnels où le consommateur apporte son propre contenant et le remplit, évitant ainsi l'achat d'une nouvelle bouteille en plastique à chaque fois. Cette mentalité de réparer, réutiliser, recharger est celle qui pousse réellement vers un modèle plus durable. Malgré les avancées et la bonne volonté, le recyclage des plastiques fait face à des défis persistants et à des vérités inconfortables. L'un des mythes les plus répandus est que le plastique n'est pas recyclé. La réalité est que de nombreux types de plastique sont recyclables, mais l'infrastructure et la demande du marché varient considérablement d'une région à l'autre. Dans certains endroits, la collecte et le traitement sont excellents, tandis que dans d'autres, ils sont pratiquement inexistants. La viabilité économique du recyclage est également un facteur déterminant. Lorsque les prix du pétrole sont bas, produire du plastique vierge est moins cher que de le recycler, ce qui décourage l'investissement dans les usines de recyclage et l'achat de matériaux recyclés. Cela crée des montagnes russes économiques pour l'industrie du recyclage. Un autre défi est l'exportation des déchets plastiques. Pendant des années, de nombreux pays développés ont envoyé leurs déchets plastiques vers des nations en développement, en particulier en Asie du Sud-Est, sous prétexte qu'ils seraient recyclés. Cependant, une grande partie de ces envois étaient constitués de matériaux de faible qualité ou fortement contaminés, qui ont fini par être brûlés ou déversés illégalement, causant une dévastation environnementale encore plus grande. Cela a conduit à une réévaluation des politiques de déchets au niveau mondial, avec des pays comme la Chine interdisant l'importation de nombreux types de déchets plastiques, forçant les pays générateurs à gérer leurs propres déchets. La solution n'est pas d'exporter le problème, mais de construire une économie circulaire robuste et locale. Malgré ces obstacles, l'histoire du recyclage des plastiques est une histoire de résilience et d'ingéniosité humaine. Depuis le premier centre de recyclage mécanique des plastiques fondé dans les années 1970, jusqu'aux usines de dépolymérisation innovantes d'aujourd'hui, nous avons parcouru un long chemin.
Des entreprises mondiales et des startups investissent des milliards de dollars dans de nouvelles technologies et chaînes d'approvisionnement. Des initiatives comme The New Plastics Economy Global Commitment, dirigée par la fondation Ellen MacArthur, regroupent des gouvernements, des entreprises et des organisations non gouvernementales dans un effort conjoint pour repenser l'économie du plastique. L'objectif est que tous les emballages plastiques soient réutilisables, recyclables ou compostables. Ce n'est pas seulement une vision, c'est un plan avec des objectifs spécifiques et des délais définis, montrant un engagement mondial sans précédent. Chaque bouteille en PET recyclée est transformée en fibre pour un t-shirt, chaque emballage en HDPE qui renaît sous forme de tuyaux durables est un témoignage de la capacité de la science et de la collaboration à transformer ce qui était autrefois un déchet en une ressource précieuse. La transformation du plastique est un processus complexe, multidisciplinaire et en constante évolution, qui va de la chimie la plus fondamentale à l'ingénierie des procédés en passant par la logistique et l'éducation citoyenne. C'est un rappel palpable que nos actions individuelles, multipliées par des millions, ont le pouvoir de changer le cours de notre planète. La science derrière la véritable transformation du plastique est un domaine vibrant et en constante évolution. Elle nous montre que le recyclage n'est pas une chimère, mais une partie essentielle de la solution à la crise des déchets plastiques. Mais il ne peut pas le faire seul. La réduction et la réutilisation sont des piliers tout aussi importants. La responsabilité nous incombe à tous, des ingénieurs qui conçoivent les nouveaux matériaux et les machines, aux entreprises qui les fabriquent, aux gouvernements qui établissent les politiques et bien sûr à chacun de nous dans nos foyers. C'est un travail d'équipe mondial et chaque petite action compte. Si cette plongée profonde dans la science et la réalité du recyclage du plastique a ouvert vos yeux aux possibilités et aux défis, nous vous invitons à faire partie de cette communauté. Mettez un pouce bleu à cette vidéo si vous appréciez les connaissances et les informations détaillées. Laissez un commentaire avec vos questions ou les actions que vous entreprenez au quotidien pour réduire votre empreinte plastique. Nous voulons entendre vos idées. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne Explorando et activez la cloche pour ne pas manquer nos prochaines aventures scientifiques. Chaque action que vous entreprenez ici nous aide à continuer d'explorer les mystères de notre monde et à partager avec vous les connaissances qui comptent vraiment.